André Markovitz, bonjour. Alors nous sommes heureux de pouvoir nous entretenir avec vous pour la revue K et Acadème à l'occasion de la parution de votre traduction du russe de la pièce Les Juifs, écrite par Evgueni Tchirikov en 1903. Alors avant que nous évoquions cette pièce étonnante, oubliée et que vous avez exhumée, je voudrais rappeler que vous êtes né d'une mère russe et d'un père français d'origine polonaise, que vous avez vécu une partie de votre enfance à Leningrad avant de vous installer en France. Cela dit, vous n'abandonnez pas Leningrad, Saint-Pétersbourg, vous y revenez régulièrement dans la partie... Pardon ? Plus maintenant, évidemment. Mais vous êtes revenu toute votre vie dans l'appartement de votre grand-mère, à propos duquel vous avez écrit un livre précisément titré L'appartement, paru en 2018 aux éditions Incultes. Alors, votre langue maternelle est le russe. Votre métier est de traduire des romanciers, des poètes, des auteurs de théâtre, en particulier du russe, mais pas seulement. Souvent avec Françoise Morvan, en collaboration avec Françoise Morvan. Alors j'ai dit que traduire était votre métier, mais c'est bien plus que cela. Il me semble que vous pourriez reprendre pour vous-même la formule de Rachel Hertel, la grande traductrice du yiddish, quand elle dit que traduire n'est certainement pas un travail pour elle, mais un exercice spirituel et existentiel. Du russe, vous avez notamment traduit, on le sait, Dostoïevski, Pouchkine, Tchekhov. Ces traductions ont fait date. Elles ont permis de redécouvrir des auteurs que leurs traductions précédentes avaient souvent corsetés dans la syntaxe d'un français du 19e siècle qui éloignait les œuvres originales de la liberté de ton, de la brutalité souvent qu'elles pouvaient avoir dans la langue russe. Et vous avez créé, il y a quelques années, une maison d'édition, les éditions Mesure, et c'est dans cette maison que vous venez donc de faire paraître cette pièce de théâtre, Les Juifs, d'Evgueni Tchirikov, écrite juste après le pogrom de Kishinev en 1903, pogrom de Kishinev d'ailleurs auquel Tchirikov fait écho régulièrement dans sa pièce, puisque toute l'action bruisse de la possibilité qu'il y ait un pogrom à Kishinev. Alors l'action se passe dans l'appartement et la boutique de l'horloger Leiser Frenkel. On y voit la famille de ce dernier, les amis, juifs et non-juifs, de son fils et de sa fille. On y parle fiévreusement de la situation catastrophique des juifs de la Russie dans la période qui précède la Révolution. On y débat sur le sionisme et l'assimilation, sur l'exil, la galoute et la religion, le socialisme et l'Amérique, Marx et le Talmud. On évoque les pogroms passés, alors que bruissent des rumeurs de pogroms à venir. Dans la préface, vous écrivez « C'est au fil de mes lectures que je suis tombé sur ce nom Tchirikov, par hasard, et ce titre, Les Juifs. J'ai trouvé sur Internet une édition en fac-similé de l'édition originale de 1906, une édition qui n'est pas seulement originale, mais unique. Le texte n'a jamais été réédité. J'ai lu, et je suis resté stupéfait. » Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter à la fois cette découverte, et puis surtout cette stupéfaction qui a été la vôtre en découvrant cette pièce? En fait, vous avez tout dit. C'est-à-dire que je connaissais absolument pas le nom Evgueni Tchirikov. Je peux pas dire que je le connaisse un peu plus maintenant. J'ai découvert qu'il y avait un écrivain qui faisait partie de deux cercles différents. D'abord, le cercle de Gorky, autour de cette revue que Gorky a portée à bout de bras au début du siècle, Znanie, la connaissance, et qui publiait des pièces, des revues, des nouvelles de plein d'auteurs. Et il y avait un deuxième cercle qui était très lié, qu'on appelait celui un cercle à Moscou, d'un écrivain qui s'appelle Téléchov, où se retrouvaient tous les mercredis, chez lequel se retrouvaient tous les mercredis, parmi les plus grands écrivains de l'époque. Bounine, Léonid Andreev, Gorky et d'autres. Et sur une photo, il y avait quelqu'un que je ne connaissais pas. Et il y avait en dessous, comment dire, écrit que c'était Evgueni Tchirikov. Or, cette photo-là, en fait, je la connaissais, mais sans lui. Ah, c'est-à-dire qu'on l'avait retiré. C'est ça. Les soviétiques l'avaient effacé. Et en 1905, Gorky commence à écrire des pièces avec un de ses amis, Léonid Andreev. Après, ils vont se séparer. Et c'est à ce moment-là qu'un de leurs amis, Evgueni Tchirikov, et même avant, en 1903, en fait. En 1903, Evgueni Tchirikov, qui est un écrivain, réaliste, pas révolutionnaire, mais qui comprend que ça ne peut pas durer comme ça, le régime tsariste. Et qui est un écrivain
provincialiste, en fait, il est né en province, il a vécu en province, il décrit le monde de son enfance, qui est le monde de la province russe. Et en 1903, il se met à écrire une pièce qui n'entre pas dans le cercle a priori de ses intérêts. Et cette pièce s'appelle Les Juifs, et il commence à l'écrire quelques semaines après le pogrom de Kishinev. Et cette pièce, Tchelikov, en fait, à son époque, était un écrivain très connu, très reconnu. Pendant la Révolution, pendant la guerre civile, il a, il était violemment anti-bolchevique. Il a émigré en 1920. Il a écrit un livre dont j'ai lu que des extrêmes. Je m'excuse de le dire, mais il faut que je le dise. Tout à fait incroyable sur la révolution russe, s'appelle La bête de l'abîme, la bête sortie de l'abîme, littéralement, dans lequel tout le monde en prend pour son grade, et les blancs, les rouges et les blancs. Un livre absolument monstrueux. Mais bon, il a vécu en Tchécoslovaquie, et il est mort en 1932. Et pour dire à quel point il était important, le président de la Tchécoslovaquie de l'époque a assisté à ses obsèques. Bon. Donc ça, c'est quand même un écrivain qui a été très reconnu, célèbre en Russie d'abord, ensuite en exil, avant d'être totalement oublié. Et les Juifs, imaginez-vous, donc on a publié ses œuvres en 17 volumes à l'époque. Les Juifs n'y sont pas. C'est la seule. Je ne sais pas si c'est la seule œuvre qui n'y est pas, hein, je ne peux pas vous dire. Okay. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans les 17 volumes publiés, il n'y a pas les Juifs. Il y a plein d'autres pièces qu'il a écrites, voilà, mais pas les Juifs. Après, il y a une autre chose et c'est très étrange. Après, moi, ce qui m'a bouleversé dans cette pièce, c'est justement que c'est un écrivain russe. Et c'est la première œuvre écrite sur le monde juif par un non-juif, mais pas de l'extérieur, de l'intérieur du monde juif. Vous dites que c'est la première fois à ma connaissance, à votre connaissance, enfin vous connaissez bien la littérature russe du XVIIIe, du XIXe siècle en particulier, donc c'est une sorte de première fois d'apax, on pourrait dire. La question c'est effectivement comment le signifiant juif circule dans de la grande littérature russe qui précède, et en quoi ça fait rupture cette pièce. Pendant tout le XIXe siècle, les juifs n'existent pas en Russie. Il n'y en a pas, hein, tout simplement. Donc, il y a un antisémitisme que j'allais dire naturel. C'est-à-dire les juifs sont considérés comme une population sale, étrangère, à l'intérieur de l'Empire russe, mais qui sont tous sauf russes, avec lesquels... et qui occupent les postes les plus vils, les plus bas... patron je sais pas, d'auberge sur la route, etc. Bon. C'est comme ça chez Gogol. C'est le premier juif humain réel comme personnage. Paradoxalement, il est chez Dostoïevski dans les carnets de la maison morte. Isaïe Fomitch, hein, le bagnard. Mais le bagnard est aussi un personnage un peu ridicule, voire beaucoup ridicule. L'image, me semble-t-il, du juif change avec Tchekhov. Est-ce qu'on peut, avant d'arriver à Tchekhov, parce que vous avez dit paradoxalement, chez Dostoïevski, on sait que vous êtes un grand traducteur, admirateur de l'œuvre de Dostoïevski. Vous avez vraiment, comme je disais tout à l'heure, vous nous avez permis en français de le redécouvrir. Dostoïevski, vous l'aimez, mais effectivement, c'est un auteur ouvertement panslave et antisémite. Comment vous avez négocié votre rapport avec cet antisémitisme-là de Dostoïevski en le traduisant? C'est très simple. Je me suis toujours refusé à traduire la correspondance et les articles.
De Dostoïevski. De Dostoïevski. Parce que Dostoïevski, journaliste, est, comme vous le dites, un antisémite, un nationaliste russe. Et il a écrit par exemple un article qui s'appelle la question juive, qui est tout à fait scandaleux, inacceptable. Le Dostoïevski journaliste est le plus souvent le bouffon du journaliste, de Dostoïevski écrivain. Je veux dire que, par exemple, l'antisémitisme de Dostoïevski, le racisme, le nationalisme va de pair avec un côté absolument réactionnaire et anti-occidental. Pas simplement parce que c'est l'Occident, mais c'est... Et en particulier, il y a Dostoïevski journaliste, ce livre, dans les années 60, a des diatribes contre le chemin de fer, imaginez-vous. Bon, sur la toile d'araignée des chemins de fer. Et ça, c'est repris dans l'Idiot. Sauf que c'est pas ni Myshkin ou Rogojin qui le disent, c'est le bouffon, Lebedev. Donc voilà, tout ça, ça n'empêche pas qu'à la fin de Crime et Châtiment, il y a cette image d'Achille, qui est un juif, et dont l'image est tellement répugnante et ridicule qu'elle va pousser Svidrigaïlov à se tuer. Il y a évidemment un antisémitisme, mais c'est beaucoup plus complexe. Bon, voilà. Les premières descriptions, comment dire, complexes de personnages juifs, c'est Tchekhov, en particulier Ivanov. La première épouse d'Ivanov est juive. Et ses parents l'ont maudite. Et quand Ivanov se révèle être un salopard et un lâche, parce que finalement il veut, être avec une autre jeune fille, etc., Sacha, il va dire à sa femme, sa Léopine, ce qui finit toute empathie possible. Voilà. Après, il y a chez Dostoïevski, chez Tchekhov, je ne vais pas vous faire la liste de tous les juifs chez Tchekhov, mais voilà. Et puis, il y a le violon de Rothschild, qui est une nouvelle sublime. Mais à chaque fois, il s'agissait bien d'un écrivain russe qui peint des juifs, de l'extérieur, du point de vue des Russes. Ce qui est absolument extraordinaire avec Tcherikov, c'est que il rentre dans la boutique. On est dedans. Et savoir, est-ce que Tcherikov a il y a en particulier un personnage qui est russe. Mais c'est une des grandes questions d'ailleurs de la pièce que de savoir quel peut être le rapport des Juifs et des Russes. Voilà. Mais la question de est-ce que Tcherikov a un porte-parole dans la pièce? Est-ce que ce serait par exemple ce Bérésine, cet étudiant russe qui est amoureux de Lia, qui est donc la fille de l'horloger. De l'horloger. Et je ne pense pas du tout. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que Tcherikov présente les options qui s'offrent aux Juifs, disons 1903-1905. Qu'est-ce qu'on fait quand la maison est détruite par le pogrom? Et quand toute la vie est une vie d'insultes, d'humiliation, d'injustice? Tu fais quoi? Mais vous dites, Tcherikov est le premier écrivain russe qui est rentré à l'intérieur d'une maison juive pour la décrire de l'intérieur, contrairement à ses prédécesseurs qui pouvaient l'aborder, qu'ils soient antisémites ou plus empathiques, évidemment de l'extérieur, c'est-à-dire avec une méconnaissance totale. Moi, ce qui m'a frappé en lisant la pièce, c'est à quel point effectivement elle ne ressemblait à rien de ce qu'on pouvait lire dans l'histoire de la littérature russe, mais qu'elle ressemblait, en tout cas qu'elle avait des accointances avec de la littérature qu'on pouvait lire en yiddish, enfin, la littérature yiddish. Moi, j'ai une question toute simple. À votre avis, comment Tcherikov connaissait ce monde juif qu'il décrit de l'intérieur? Parce qu'effectivement, il y a des débats sur la question de l'assimilation, sur l'image que à l'Est on peut avoir
de l'émancipation à l'Ouest, en particulier en France. Il y a des échos de l'affaire Dreyfus qui rentrent dans les discussions entre les uns et les autres. Il y a des débats qu'on voit dans la littérature yiddish, dans les romans, dans les pièces, qui sont traditionnels. Et le sionisme contre le marxisme, il y a toute une tirade sur j'ai Marx et le Talmud dans la main, que choisir. Enfin, on voit qu'il y a une connaissance très profonde des débats internes au monde juif. Il y a le personnage de Lia est assez étonnant à ce propos-là, puisque elle a été virée de son lycée parce qu'elle a participé à des désordres. Elle a 18 ans, on sent qu'elle est très sensible à l'esprit révolutionnaire de l'époque. En même temps, elle témoigne d'une obstination à rester juive, d'un sentiment d'appartenance où on sent qu'elle est clivée. Enfin, on voit bien qu'il y a une connaissance d'une intimité qui est très surprenante. Et moi, je me suis posé la question de savoir comment il l'avait connue, cette réalité-là. Je pense que, comment dire, concrètement, j'en sais rien. Je pense que, d'abord, évidemment, il a rencontré plein de gens, mais surtout, ça fait partie de l'air du temps. Je veux dire que toutes ces questions-là étaient débattues. Et dans la presse, mais surtout entre les gens. Parce que c'était ça qui était le plus, pas le plus monstrueux, mais une des choses monstrueuses de la situation, était que beaucoup d'intellectuels russes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes comprenaient bien que c'était scandaleux, que la situation faite aux Juifs était scandaleuse. La plupart des étudiants, des intellectuels, étaient pas antisémites, par décision et par pensée. Et la plupart des Russes n'étaient pas antisémites par indifférence. Parce que simplement, ils n'avaient jamais vu un juif. Tout bêtement. Sachant encore une fois que les juifs n'avaient pas le droit de vivre en Russie, sauf quelques exceptions de métiers, de machin. Voilà. On peut d'ailleurs rappeler que l'affaire Bélis, 1911, à Kiev, Bélis qui est accusé de meurtre rituel est finalement acquitté et qui a une partie de l'intelligentsia. Mais il y a un grand mouvement de solidarité. C'est-à-dire que c'est l'extrême droite russe et la police tsariste qui met en place les pogroms. C'est ça qui est c'est d'ailleurs montré aussi dans la pièce, c'est-à-dire comment est-ce que la police et l'extrême droite nationaliste russe, ultra-conservatrice, etc., met en place ça. Voilà. Alors, vous dites que c'était dans l'air du temps, on en parlait, mais encore une fois, j'insiste sur le fait que là, on en parle dans la pièce, effectivement, vous l'avez suffisamment rappelé, de l'intérieur et du point de vue de la manière avec laquelle les Juifs se posaient pour eux-mêmes la question de leur destin à venir, avec des options qui s'ouvraient très concrètes. Il n'y a pas forcément d'ailleurs toutes les options, mais il y a fondamentalement une grande ligne de partage entre plusieurs modèles qui est évidemment le sionisme, le début d'un sionisme qui se répand à l'Est sous une forme très particulière, différente que celle qui pouvait avoir lieu à Vienne, plus à l'Ouest en Europe. Le marxisme, je disais tout à l'heure à un moment donné, c'est Marx ou le Talmud, c'est littéralement une phrase de la pièce, avec l'idée que l'humanité tout entière doit se réconcilier. Et donc il y a... Et que l'antisémitisme n'est pas une question de race, mais une question sociale. Mais alors après, c'est très intéressant parce que se pose la question, les sionistes résistent à cette idée, disons, du socialisme, parce que qu'en deviendra-t-il du juif dans cette nouvelle configuration? Et donc il y a toute une réflexion qui se construit sur l'obstination à vouloir rester juif malgré tout, quand bien même la révolution aurait lieu. On voit bien que ça, c'est des débats qui sont qui ne pouvaient avoir lieu. C'est pas pas en dehors d'une famille juive, on pourrait dire. Et ça m'a surpris que Tchekhov soit. Je pense que c'est une des marques du grand écrivain. Il a saisi ça. Maintenant, mais c'est plus complexe que ça encore, parce que on parle par exemple du sionisme. Eh ben, une des personnes qui finance les sionistes
et en particulier qui envoie beaucoup d'argent en Palestine, etc., c'est un des capitalistes qui trafique avec les fonctionnaires, corrompus du tsar. Et il y a en particulier un passage extraordinaire qui est là encore tiré des journaux sans doute, où ils expliquent comment le pouvoir, enfin le gouvernement fait une commande pour les chemins de fer, comment les traverses sont volées, oui, revendues grâce à ce capitaliste juif qui se proclame ami des autres juifs et qui finance toutes sortes de communautés sionistes, et revendu à l'État le prix doublé. Voilà, des choses comme ça. Et ce qui est très important, c'est que chez les sionistes eux-mêmes, et d'ailleurs Nachman, qui est le personnage sioniste, enfin, il le dit, est-ce qu'on a besoin en Palestine d'un exploiteur comme ce type? Voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es juif que tu es du bon côté. Et c'est d'autant plus intéressant. Et c'est ce que dit Bérésine, qui est russe, qui est amoureux de Lia, de la fille de Leiser. Il dit, mais tous les exploités devraient être du même côté. Et Leiser dit non. Leiser va considérer que le fait que Lia est amoureuse de lui, de Bérésine, un russe, comme une catastrophe aussi importante que le pogrom. Et parce que des deux côtés, la maison est détruite. Et Lia, qui est amoureuse de Bérésine, se pose la question de savoir si, en cas de pogrom, Bérésine sera avec elle, bien sûr, ou de l'autre côté. Alors qu'elle est amoureuse de lui. Alors qu'elle est amoureuse de lui. Voilà. Et ce qui est absolument une des choses bouleversantes, pas dans la pièce, mais dans l'histoire de la pièce, c'est qu'une des mises en scène des Juifs a été faite en Suisse par l'auteur du book Hansky. Une troupe d'amateurs qui étaient juifs et pas juifs, mais qui étaient des exilés politiques. Ils ont joué en 2 fois, parce que la première fois, il y a le enfin, en fait, la pièce, c'est une pièce en 4 actes. Comment dire, quelque temps avant le pogrom de Kishinev. Non, dans la pièce. Ah oui, dans la pièce. Quelque temps avant un pogrom, peu de jours avant le pogrom et pendant le pogrom. Voilà. Et les gens qui étaient dans la salle, il y a eu plusieurs cas de crise de nerfs. Tellement ça touchait à quelque chose voilà. Et ils ont arrêté la représentation. Et en particulier, et donc l'acteur qui jouait Bérésine, qui s'appelait Blinov, n'a pas pu finir de jouer. Et la pièce était reprise après, 1 an plus tard, sans Blinov. Parce que Blinov était en 1905 rentré en Russie. Et il était mort pendant un pogrom en essayant de sauver des Juifs. Voilà. Donc il avait en quelque... Et ce qui est extraordinaire, c'est que le destin de Bérésine est proche de celui-là. On ne sait pas s'il est mort ou pas. Et bon, ne parlons pas de la fin de la pièce, etc. C'est pas... Parce que sinon, les gens, ils vont pas acheter quand même. Il faut la laisser, voilà. la découvrir. Mais vous voyez, c'est ça qui est tellement stupéfiant. C'est que même dans ça, dans la vraie vie, il y a quelque chose de juste et d'inouï dans cette pièce. Est-ce qu'on peut évoquer la vie de la pièce après sa publication? Donc là, vous parlez d'une mise en scène d'Hansky en Suisse. En quelle année? C'est 1905. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on sait de sa création et de sa vie une fois qu'elle a été publiée? Donc, elle a été publiée
quasiment clandestinement, mais pas clandestinement, c'est-à-dire que elle a été soumise à la censure, comme tout était soumis à la censure, et interdite. Et il se trouve que Gorky était en train de publier... Interdite pourquoi? Faut le dire, pourquoi? Alors, il y avait l'histoire du pogrom, mais c'était en général la situation des Juifs telle qu'elle était décrite était pour la censure, pour le pouvoir, en fait, le pouvoir était pas inacceptable. Voilà, c'est une remise en cause radicale de la politique tsariste. Voilà. Il se trouve que Gorky avait lancé une publication des œuvres de Tchelikov et qu'il l'a mise dedans. Et donc c'est paru en 1906, en quelque sorte par-dessus la censure. Et ça a eu un grand retentissement. Et ça a été joué 2 fois, par 2 troupes différentes. On va dire 3, mais bon. La première, c'est un acteur, Arleniev, qui a créé une troupe pour jouer cette pièce. À travers toute la Russie. Et après, en faisant une tournée internationale. Ils sont allés à Vienne, ils sont allés à Berlin. À Berlin, il paraît qu'il y a eu une représentation absolument tragique et triomphale, organisée par les sociodémocrates allemands, Bebel, August Bebel, etc., qui est cité dans la pièce. Bebel qui est cité, on débat sur Bebel dans la pièce. Ouais, c'est un truc de fou. Et là, pourquoi tragique à Berlin? Vous dites triomphal et tragique. Pourquoi tragique? Parce que la situation a été tragique. C'était juste après les pogroms et tout. Et il y avait une espèce d'élan de solidarité et de conscience que ce qui se passait là était terrifiant. C'était aussi la révolution de 1905 et les massacres, etc. Et puis il y a eu une tournée aux États-Unis. Et là, il y a eu une centaine de représentations à New York et dans d'autres villes. Et la pièce a été jouée en russe et tout de suite traduite en yiddish. Et il y a eu toute une série, et ça serait un grand sujet d'études à faire que moi j'ai pas fait, je parle même pas yiddish, mais ça serait un sujet à retrouver la traduction et à retrouver l'histoire de ces mises en scène par des acteurs yiddish qui avaient vécu ça dans leur chair, quoi. Donc voilà, ça c'est une et ça a été très important en 1905, 1906, voilà, 1906 jusqu'à 1907. Et puis Meyerhold, alors qu'il était à Tiflis, donc maintenant Tbilissi, parce que la pièce avait été d'abord proposée au théâtre Kamissarjevsk à Pétersbourg et refusée parce qu'il y avait la description d'un pogrom. Que c'est pas possible. Meyerhold a pris la pièce et l'a jouée 2 fois. Je parle dans ma préface, j'en parlerai pas maintenant, mais de la façon dont il a traité le pogrom. Ça devait être absolument extraordinaire. 2 représentations triomphales, après quoi, à cause du fait que c'était triomphal, ça a été interdit par la police. Voilà. Et ça a disparu. En France, la pièce a été jouée? Non. Elle a été jouée une fois, 1 ou 2 fois, en 1933. Après, bon, il y a eu tout, il y a eu la guerre civile et tout. Voilà. La pièce a disparu. La pièce a été jouée par les Pitoev en 1933. Dans une adaptation qu'a faite Georges Pitoev lui-même, à laquelle malheureusement j'ai pas eu accès. C'est un des grands regrets de mon travail. J'ai pas pu voir parce que le fonds Pitoev à la nationale n'était pas accessible, enfin des bêtises comme ça. Bon bref, il a joué pour protester contre la venue du pouvoir d'Hitler, en disant que voilà, il représentait ça. Et puis pendant 90 ans, 90, la pièce a disparu. Mais peut-être la dernière question à vous poser, c'est-à-dire que dans la pièce de Tchelikov, la question de savoir qu'est-ce qu'un juif russe au fond, c'est quoi un juif russe, ou un russe juif,
ne cherchez pas à mettre des catégories. Il y a des juifs, des gens qui sont juifs, qui sont nés de parents juifs et qui sont russis. C'est deux choses différentes. Et tout à fait qui peuvent être complémentaires, qui peuvent ne pas l'être. Ça dépend des gens. Et je ne pense pas qu'on doive chercher à définir ça. Et la pièce ne définit pas ça. Au contraire. Au contraire. Parce que la définition du judaïsme ou de la judaïté varie du tout entre quelqu'un comme Nachman, qui est un jeune idéaliste, je veux dire, qui vit ou qui essaie de vivre pour son idée, et un ouvrier comme Iserson. Les deux sont juifs, ils ne comprennent pas ça du tout pareil. Sans parler du père, du vieux, sans parler de l'oncle, c'est pas le même. Sans parler du juif, à quel judaïsme apparaît Shloim, le petit apprenti qui fait un rêve extraordinaire. Il fait un rêve où il se fait courser par un flic, et le flic l'arrête, lui dit, mais en fait il est en Palestine, il ne s'en rend pas compte, et le flic lui dit, mais arrête de courir, je suis juif aussi. Non mais certes, mais ils savent tous qu'ils ont quelque chose en commun. Oui. Mais est-ce que ce quelque chose en commun définit quoi que ce soit? Voilà. C'est l'objet de leur discussion. De savoir comment définir ce qu'ils ont en commun. Je pense que dès que tu essaies de définir en quoi tu es juif, si tu peux le faire toi-même si tu veux, l'homme est libre, tu fermes le truc. Si j'ai publié chez Mesure Tchirikov, des juifs, c'était pas que pour ça. C'était aussi parce que ça entre dans cette entreprise qui est les éditions Mesure, qui est une entreprise totalement particulière, puisque pour l'instant on ne publie que nous-mêmes, Françoise Morvan et moi, et qu'on publie des choses qu'on ne veut pas publier ailleurs. Qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas publier ailleurs, parce que les éditeurs avec lesquels on travaille, que ce soit Actes Sud, que ce soit d'autres, sont en quelque sorte trop grands pour nous permettre ça. Ils n'ont pas la niche qu'il faut. Et du coup, on a construit notre maison. Et c'est aussi pour ça que ça entre. Ce livre entre dans notre maison, parce que c'est une histoire de maison. Et qu'il y a, parmi les œuvres qu'on publie, en particulier, il y a un grand cycle que Françoise a écrit, qui s'appelle « Sur champ de sable », qui est un cycle de poèmes et de prose, dont la base est sa maison natale. Et parce que tout ce que Françoise écrit, y compris quand elle traduit la Cerisay, c'est sur sa maison. C'est un écrivain qui considère que la maison natale est comme l'univers représentatif et qu'on peut trouver dans l'enfance, de quoi parler pendant toute sa vie. Voilà. Et donc c'est aussi ça qui compte. Pour nous, ce qui compte, c'est que le lecteur de cette pièce, les Juifs, puissent comprendre que, bien sûr, c'est juif. Mais c'est juif et c'est quelque chose d'autre. Pas mais et. Que ça parle de la maison détruite. De la même façon, la même année, paraît chez Mesure un essai de Marina Tsvetaeva, de vie à vie, sur son amitié avec Maximilian Voloshin, et donc des poèmes de Maximilian Voloshin. Et Maximilian Voloshin est aussi le poète de sa maison. Qu'est-ce que c'est que cette maison en Russie, pendant la guerre civile, pendant les massacres? Et ce qui est absolument terrifiant quand, aujourd'hui,
j'ai corrigé les épreuves et tout ça. J'ai corrigé les épreuves, c'était donc à l'automne de 22. Et les poèmes que Warloschen a écrits, c'était en 1900, 21-22, sur la guerre civile. Et on se retrouve devant un reportage journalistique de Butch, alors que ça parle de la Crimée, en 1920. Vous voyez, c'est plus vaste que ça, et plus, comment vous dire, imprévu, plus libre. Le thème de la maison est essentiel, le thème... Voilà. Et bien sûr, les pièces, parce que les Juifs entrent dans une... Parmi les livres qu'on a publiés, il y a des œuvres de Léonid Andreïev, et c'est pas vous faire insulte que de penser que vous les avez pas lues, parce que personne n'a lu les pièces de Léonid Andreïev. Or, elles sont écrites quasiment en même temps, 1906, 1900, voilà. Et que là aussi, la première livre qu'on a publié, qui s'appelle La vie de l'homme, parle d'un architecte qui construit une maison. Et à la fin, il y a une maison vide et comment dire, fantomatique en quelque sorte. Mais bon, on va pas raconter ça. Voilà. Merci André Markovitch. Alors évidemment, j'invite tout le monde à lire et cette pièce, Les Juifs d'Evgueni Tchirikov, paru aux éditions Mesure, et les autres dont vous venez de parler, c'est-à-dire l'ensemble de ces pièces publiées dans le moment, disons, post-tchécovien du début du XXe siècle. On trouvera sur le site des éditions Mesure le moyen de les découvrir, de les obtenir, et je vous remercie encore beaucoup et d'avoir traduit cette pièce, de nous l'avoir fait découvrir, d'être venu nous en parler, et puis j'espère qu'on la verra jouer en français dans votre traduction bientôt. Merci beaucoup.